Tokotala CGTV, ba mama CGTV, na ba papa Michel Mayabo CGTV, CGTV, Africa CGTV, Europa Arlette Sita Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Salut chers internautes, pour cette édition de En toute franchise, je reçois encore pour vous Monsieur Christopher Tamina, qui n'est plus à présenter, mais juste pour vous récapituler, ou si c'est pour vous, si c'est pour vous la première fois de le voir. Donc Monsieur Christopher Tamina est professeur d'économie mathématique à l'université de Leicester. C'est ça. Ici au Royaume-Uni. Donc bonjour Monsieur Tamina. Bonjour Madame. Alors aujourd'hui avec vous nous allons parler de la stabilité politique comme source de la croissance économique. Donc je vais commencer ma première question. J'aimerais savoir qu'est-ce que la croissance économique, qu'entend-on par la croissance économique et à quoi sert-elle? Merci beaucoup Madame. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. C'est sur votre plateau de médias que vous animez, dans l'émission que vous animez. Je pense que c'est très important de prendre au sérieux la relation qu'il y a entre la politique et l'économie, parce que les économistes disent « fais-moi de la bonne politique et je te ferai de la bonne économie ». La croissance économique est très importante parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'économie nationale qui doit absolument croître. Nous parlons de l'économie nationale partout où il y a existence d'État-nation, parce que jadis les gens vivaient en société agraire et en petits groupes monolithiques culturels. Ils vivaient de manière artisanale et tout ce qu'ils faisaient était à caractère artisanal. Par contre, avec la confédération des tribus, d'ethnies, des clans, nous assistons au développement d'États-nations, des États complexes, où les institutions sont mises en place et les ressources doivent être partagées ensemble, produits ensemble et consommés aussi ensemble. C'est dans ce sens-là qu'il y a besoin aigu de croissance économique, parce que le bien-être d'une nation dans son ensemble dépend de la croissance économique. Si vous ne produisez pas assez de richesses, vous ne pourrez pas vous partager assez et par conséquent répondre aux besoins et aux défis de tout le monde afin de pouvoir bâtir votre nation. Donc la croissance économique est importante. Si je dois dire en des termes si simples pour un profane comme moi, et je suis sûr beaucoup de membres du public, la croissance économique c'est en fait l'augmentation de la richesse. De la richesse, voilà. Ok, d'accord. Alors, juste en rapport avec ça, certains auteurs, certains économistes comme vous, soutiennent que la sphère économique est indissociable du cadre politique et institutionnel. Alors dites-moi, quels sont les facteurs politiques et institutionnels qui peuvent influencer les différentiels de croissance d'un pays? C'est important. Vous ne pouvez pas dissocier l'économie l'économique du politique. Ce sont des choses qui vont de pair.
parce que la politique informe l'économie et crée des conditions pour le bon fonctionnement de l'économie. Comprenons, il faut définir les termes, parce que c'est important. Généralement, nous pensons dire les mêmes choses, mais nous n'avons pas le même entendement des mots. Donc j'aime toujours qu'on s'accorde d'abord sur la terminologie. Quand on dit politique, nous parlons ici du système d'organisation qui permet à ce qu'une société exerce le pouvoir. Le pouvoir peut être au niveau des institutions judiciaires, au niveau des institutions exécutives, ou peut-être au niveau du Parlement, ou peut-être au niveau des groupes de pression, les associations professionnelles, le syndicat, tout ça, ce sont des institutions qui exercent le pouvoir. Alors, la société doit être organisée au sein d'elle-même de manière à ce que le pouvoir n'entrave pas le bon fonctionnement de l'économie. Qu'est-ce que j'entends par entraver le bon fonctionnement de l'économie? L'économie se fonde sur l'initiative d'entrepreneuriat personnel privé. C'est-à-dire, nous devons encourager les gens à avoir le désir de créer la richesse. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Ce sont les citoyens qui doivent créer la richesse. Les gens qui sont motivés, qui ont la passion de créer la richesse. Mais pour que ces gens soient motivés à créer la richesse, il faut que la politique, c'est-à-dire les institutions qui dirigent, qui gèrent, qui pilotent le pays, mettent sur place, sur pied, un système qui favorise, qui crée un climat qui favorise l'individu à créer cette richesse. Parce que si l'individu est démotivé, il ne peut pas créer la richesse et par conséquent, nous n'aurons pas de croissance économique comme vous veniez de le dire tout à l'heure. Ok, juste en lisant l'un d'économistes, il a dit que très souvent, lorsqu'il y a instabilité politique dans un pays, il y a incidence. On a vu que il y a décroissance de l'économie à l'ordre de 2%. Alors, si on vous entend parler, vous dites la politique. Oui, mais ma question était de savoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait des cadres bien établis? Par là, nous voulons parler de la stabilité politique. Alors, comme la stabilité politique est un concept hétéroclite, comment pouvez-vous définir la stabilité politique et qui peut être, qui entre en jeu pour donner l'impulsion à la croissance économique? Voilà. La stabilité politique se réfère tout simplement à l'accord entre les citoyens, le peuple, les individus d'une même nation. Je vais bien expliquer ici. La stabilité économique est atteinte à quel niveau? Au niveau où le système que vous mettez en place pour gérer le pays, parce que le pays n'appartient pas à un seul individu, le pays appartient à tout le monde. Et donc, si une faction de la population se sent lésée, les intérêts d'un groupe ne sont pas respectés, il y a la tension et par conséquent, il y a instabilité. Je donne un exemple. Si un groupe de gens estime que toute la richesse du pays est prise en otage par un autre, ce groupe peut recourir à la violence, à l'agression, aux rébellions, ou peut-être tout simplement, le groupe peut être démotivé. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas comme faisant partie du pays et ils ne peuvent donc pas se mobiliser, donner au pays le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas seulement quand les gens cherchent les armes. Les gens peuvent ne pas chercher les armes, mais ils ne donnent plus. Comme c'est le cas dans beaucoup de pays, et peut-être le nôtre aussi, la République démocratique du Congo. Par exemple, les grèves aussi peuvent... Les grèves, l'émigration, les gens peuvent carrément quitter le pays. Nous assistons à un phénomène que nous appelons aujourd'hui l'hémorragie intellectuelle, c'est-à-dire les gens qui sortent, qui quittent le pays parce qu'ils sentent que les institutions, la richesse du pays a été prise en otage et par conséquent, on ne nous fait pas participer dans le processus de prise de décision. Alors, maintenant je vais chuter pour répondre à votre question. Lorsque vous choisissez un système auquel tout le monde adhère,
tout le monde accepte ce système-là, se retrouve. Il y a les règles de jeu qui sont très bien définies, mais ça crée la stabilité parce que tout le monde est d'accord avec le système. Donc, quand il y a une entente comme ça, mutuelle entre vous, nous disons qu'il y a stabilité politique. C'est-à-dire les gens se reconnaissent dans le système, ils respectent les règles de jeu et par conséquent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ainsi que le pays va aller de l'avant. Mais si les institutions qui sont mises en place sont des institutions injustes, qui ne jouissent pas de la légitimité du peuple, et c'est important le mot légitimité parce qu'il y a la légalité et il y a la légitimité. Et les institutions peuvent être légales, c'est-à-dire que sur le plan juridique, ils jouissent de tous les atouts juridiques possibles. Mais la légitimité, c'est quand le peuple se reconnaît dans ces institutions, reconnaît l'autorité que ces institutions ont sur lui. Alors là, vous dites qu'il y a stabilité politique. Mais lorsqu'il n'y a pas de légitimité, le processus, les institutions, le système n'est pas accrédité, accepté par l'ensemble du peuple, il y a l'instabilité politique et toute instabilité affecte sans doute la croissance économique. En vous entendant parler, parce que je veux juste faire une déduction, lorsqu'il y a une stabilité politique, c'est seulement émanant du fait que le gouvernement ou le système en place n'est pas légitime, cela aussi peut empêcher que les investisseurs viennent de l'étranger pour venir s'installer au pays, et c'est là aussi cause de dommages à la croissance économique, parce que lorsque nous parlons de la croissance économique, parle-t-on juste sur le plan interne, où on doit aussi tenir en compte les investissements extérieurs? C'est une très bonne question. Il y a un quatrième élément qui rentre dans l'économie nationale, c'est l'importation et l'exportation. Vous n'avez pas seulement le foyer, le ménage, vous n'avez pas seulement le gouvernement, vous n'avez pas seulement l'entreprise. Ça, c'est au niveau national. Vous avez le ménage qui donne la main-d'œuvre et qui consomme. Vous avez le gouvernement qui consomme aussi et qui peut aussi investir. Et vous avez, en troisième lieu, l'entreprise qui engage les gens, qui achètent la main-d'œuvre, mais qui aussi produit. Mais vous avez le quatrième bras de l'économie qui est l'importation et l'exportation. Et c'est important parce que lorsque nous amenons cela à l'économie, vous comprenez que la conjugaison des efforts internes et de la volonté des extérieurs, de ceux qui sont à l'extérieur, de venir aussi investir dans votre économie, la conjugaison de tous ces éléments crée la dynamique pour le progrès et la croissance économique. Mais alors, lorsque la politique est instable, c'est-à-dire il y a de la volatilité, comme nous appelons. J'évite d'utiliser les termes techniques ici parce que nous nous adressons au peuple qui doit comprendre. C'est-à-dire la volatilité, l'imprévu. On ne peut pas savoir ce qui va arriver demain, l'incertitude de demain. Non, l'économie moderne n'aime pas l'incertitude, aime la stabilité. Quand on sait que... Tout est prévisible. Je vous donne un exemple. Quand on sait que les élections selon tel ou tel autre pays se font chaque 5 ans et que un président prend le trône, s'il faut appeler ça ainsi, encore qu'il n'est pas roi, il n'est pas roi, il prend le pouvoir, il veut s'éterniser. Mais ça va à l'encontre de l'attente de tout le monde. Personne n'est préparé à ça, donc il dérange l'entente mutuelle qu'il y a dans toute la population. Il veut imposer sa propre volonté et les tensions seulement là qu'il y a font que le capital fuit. Parce que le capital a horreur de l'incertitude. Personne n'aime l'incertitude. Donc quand il y a incertitude, le capital fuit. Parce que le capital aime le calme et la prévision. Le capital aime la prédiction. Ce qui est stable, qui est prévisible. Le capital se fructifie dans un tel environnement. Mais lorsqu'il y a l'incertitude qui est créée par des politiques qui surgissent comme ça, à l'improviste, par la main noire ou par influence d'un groupe d'individus qui dérangent le système, en tout cas, le capital s'enfuit. Donc, les investisseurs, comme vous avez dit, ce ne sont pas seulement les étrangers. Les investisseurs, c'est d'abord les fils du pays.
la classe moyenne des entreprises que nous appelons en anglais SMI, donc les petites et moyennes entreprises. Et puis vous avez aussi les étrangers qui viennent. Personne n'aime travailler dans ce contexte-là, parce que lorsque la loi n'est pas respectée, l'investisseur sent qu'il ne sera pas protégé. Au fait, le capital a un cerveau. Il sent que je ne serai pas protégé, le capital s'enfuit et le pays ne peut pas connaître de progrès économique. Ok, juste je reviens à vos propos parce que vous dites que tout dépend de la stabilité politique. Par exemple, vous avez donné un exemple où dans un pays on sait que les élections se déroulent toutes les 5 années et on sait que bon, il y a un calendrier qui est respecté. Juste revenant à cela, je vais parler du régime politique ou du système politique. Certains auteurs économistes comme vous soutiennent que les régimes démocratiques, c'est-à-dire les pays où les libertés civiques et fondamentales et les droits politiques existent et sont exercés, créent de circonstances politiques favorables pour améliorer la croissance économique. Qu'en dites-vous et comment pouvez-vous expliquer cela? Si, absolument. Parce que, remontons au début. Les nations ont commencé à créer la richesse lorsque on a compris que l'individu a des droits qu'il faut protéger. Et ces droits sont naturels. On a inventé, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Ce sont des droits naturels. Ça veut dire que une personne humaine ne peut pas l'être sans ces droits-là. Si tu n'as pas ces droits-là, tu ne jouis pas de ces droits-là, tu cesses d'être une personne humaine. Et ces droits-là garantissent l'humanité de la personne. Sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan social, tu as la dignité humaine. Et quand tu as la dignité humaine, quand tes droits sont respectés, mais tu vas prospérer. Tu vas donner le meilleur de toi à la société. Mais je prends un droit seulement, parmi tant d'autres. Je prends le droit de propriété privée. À commencer d'abord par ton corps. John Locke, un philosophe anglais, l'a si bien dit. Il a dit, mais le corps de la personne, c'est la propriété la plus sacrée qui lui appartienne. Bon, vous comprenez que nous avons des sociétés, des nations, des pays sous le soleil, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui violent les corps des gens. Un policier qui vient, qui soulève sa main et qui te tape. Mais il viole la propriété la plus sacrée que tu puisses avoir. Tu peux ne pas avoir l'argent, des millions d'entreprises, mais ton corps, c'est ta propriété et personne n'a le droit de violer ton espace physique. Mais quand quelqu'un fait ça, c'est criminel. Vous détruisez la psychologie d'une telle personne, vous détruisez la confiance de soi, l'estime de soi qu'a la personne, vous réduisez la personne au néant. Cette personne ne peut pas être utile à la société. Elle ne peut pas rendre à la société ce qu'elle doit et une telle société est vouée à l'échec. Outre le corps humain, tu as maintenant les biens matériels, les possessions. Mais si moi, j'ai une parcelle, c'est ma parcelle, c'est mon bien. Mais un général vient, il dit, je veux acheter ta parcelle par force. Encore qu'ils disent ça parce qu'ils ne proposent même pas d'acheter. Dans certains pays, ils prennent carrément, comme c'est le cas en RDC. Mais vous voyez que vous violez le principe fondamental des droits humains. Ça, c'est la propriété de quelqu'un. Il y a un attachement à la fois émotionnel et spirituel entre le possesseur et sa possession. Alors, la personne a travaillé, la personne s'est investie, donc il y a une relation spirituelle et émotionnelle, psychologique, avec son bien. Son identité se définit en partie par ce bien-là. Mais quand vous prenez ce bien-là par force, mais vous blessez cette personne, vous la dénaturez, vous détruisez la personne. Alors, une société comme ça, un pays comme ça, ne peut pas progresser. Donc vous dites que la démocratie est intimement liée avec la croissance économique. Le système démocratique, je reviens à ce que j'ai dit au départ, que ce qui est important, c'est la stabilité, l'entente mutuelle. C'est pourquoi j'évite de dire la démocratie comme seul système. Je ne veux pas tomber dans l'eurocentrisme, c'est-à-dire la pensée occidentale de vouloir imposer au monde entier un système politique.
Ce qui est important, c'est l'entente mutuelle. Si dans un pays, le peuple s'entend qu'il y ait monarchie, absolue, constitutionnelle ou pas, je ne sais pas, ça je laisse aux constitutionnalistes et aux politologues. Mais dès lors qu'il y a entente mutuelle, c'est ce qui est important. Et de plus en plus, il s'avère que la démocratie semble être le système qui séduit le plus les gens, qui ramène le plus les gens ensemble, qui garantit le minimum des droits humains à tout le monde et par conséquent le bien-être à un plus grand nombre. Ok, mais aussi, en fait, vous avez dit que la démocratie n'est pas la seule forme ou le seul système politique qui puisse favoriser la croissance économique. Juste en rapport avec cette question, il y a une école de pensée, dite l'approche de conflit. Vous êtes économiste, donc vous le savez mieux que moi. Cette école soutient que parfois il est nécessaire de garder au moins une capacité pour résister aux pressions populistes est nécessaire. Donc cette école pense que l'effet de résister aux pressions populistes est peut être nécessaire pour la croissance, surtout dans les pays en développement. Vous, en tant qu'économiste, pensez-vous que la dictature peut aussi favoriser la croissance économique dans un pays? Ça, c'est très important. Je crois que ce dialogue se fait entre les économistes et les politologues. C'est une question philosophique. Il est important, même quand nous parlons de la démocratie, ce sont les idéaux. Et l'idéal, ce n'est pas quelque chose qu'on réalise. L'idéal, ce n'est pas la réalité. Il y a une dichotomie entre les deux concepts. Ce qui est réel ne peut pas être idéal, ce qui est idéal ne sera jamais réel. Pourquoi on dit les idéaux démocratiques? On dit que la démocratie, c'est un idéal parce que c'est un système qui vous donne les grandes lignes de ce qui est idéal. Mais vous n'y arriverez jamais. Mais ça vous donne les repères, les standards, en fonction duquel vous devez travailler pour vous améliorer chaque jour. Donc les idéaux démocratiques, c'est comme un point à l'infini que vous n'atteindrez jamais. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de pays au monde qui garantisse de manière absolue les droits humains. Il n'y en a pas. On viole les droits humains partout. Aux États-Unis, Angleterre, France, partout, on viole les droits humains. Mais maintenant, la différence se situe à quel niveau? Au niveau où chaque pays démontre la volonté et l'engagement à pouvoir améliorer la situation de ses citoyens, des droits de ses citoyens au quotidien. C'est l'effort maintenant qui fait la différence. Donc les idéaux démocratiques, ils sont là pour nous tous. C'est l'idéal. Personne ne réalisera ça, mais ça devient comme des repères. Pourquoi je dis ça? Parce que dans chaque pays, il y a un degré de dictature. Donc, il y a la démocratie, mais il y a un degré de dictature. Sans ce degré de dictature-là, il y a le chaos. Parce que nous n'avons pas tous le même degré de connaissance, nous n'avons pas tous le même degré de compréhension des choses. Sans vous interrompre, M. Christopher Tamina, juste, vous avez dit que dans les pays occidentaux, par exemple, il y a une sorte de démocratie. Mais ici, je parle des pays en voie de développement. Exactement. En Afrique, où on voit vraiment que ce sont des dictatures au sens propre du mot. Alors, quel est votre point de vue voilà. par rapport à cette pensée? Le degré de dictature dans les pays africains est très très fort, est très élevé. Et je dis que ça peut s'expliquer. Ce peut être vrai. Parce que la démocratie fonctionne bien quand il y a un bon niveau d'éducation. Quand la population en moyenne est éduquée. Parce que pour que la personne fasse un bon choix, il faut que la personne soit éduquée. Je vous donne un exemple. C'est dommage que le système démocratique donne la même voix à moi, le professeur d'économie, et à mon frère qui est chégué, qui vit dans la rue. Mais est-ce que vous estimez que mon jugement à moi, quand je choisis un candidat politique pour me représenter, vous pensez que le chégué est informé au même niveau que moi sur la société? Non. Il n'est pas informé au même niveau que moi, ou au même niveau que toi, la journaliste, ou au même niveau qu'un autre chef d'entreprise. Non. Le chégué n'est pas informé à ce niveau-là. Mais c'est dommage que nous avons tous une voix à chacun. C'est pareil.
C'est là où se pose le problème. C'est là où un degré de dictature devient important et utile. Pourquoi? Pour faire fi, si je peux dire ainsi, aux demandes populistes. C'est-à-dire le peuple qui fait des demandes, mais sans être informé valablement. Et si vous suivez ce que le peuple demande toujours, vous n'allez pas servir bien la nation. Donc il faut l'équilibre entre... Et cela va en pâtir à l'économie. Exactement. Si la population vous demande que vous puissiez augmenter les salaires, voilà, par exemple, ou à chaque fois il y a des grèves, exactement, parce qu'ils sont mécontents pour tel avantage social qui a été... Vous avez donné des très bons exemples. Prenons le premier, l'augmentation des salaires. Le peuple voudrait assez que vous augmentiez les salaires. Mais un pays ne peut pas, ou l'entreprise, ou l'État, ne peut pas se réveiller un beau matin et dire nous allons augmenter les salaires de 20%. On aimerait bien le faire. Mais ce sont des demandes populistes. Parce que le peuple ne comprend pas comment la complexité dans le fonctionnement des organes économiques, politiques, le peuple ne comprend pas la complexité des choses. Si le gouvernement tombe dans le piège du populisme, augmente les salaires, impose aux entreprises de payer tel salaire, qu'est-ce qui va se passer? L'entrepreneur regarde les intérêts, il regarde, ça le démotive, il dit ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sort de ce pays-là. Si les droits des travailleurs sont tels que l'entrepreneur commence à sentir le poids, je donne un exemple. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé de l'Europe, qui sont maintenant en Inde, en Chine. Pourquoi? Parce qu'ici, en Europe, il faut protéger les droits des femmes. Quand une femme est enceinte, l'entreprise doit continuer à lui payer. Quand elle fait l'enfant, elle reste à la maison 2 ans durant dans certains pays. On doit continuer à lui payer. Si tu es malade, on doit continuer. Tu vois tout ça? Donc ça devient encombrant pour l'entrepreneur et le capital n'aime pas des endroits comme ça. Le capital cherche l'endroit fructueux. L'endroit fructueux, c'est là où on peut facilement exploiter la main-d'œuvre. Ce n'est pas juste, c'est injuste, mais c'est ça la réalité. Donc, dans le monde, dans la société des humains, dans le monde entier, chaque pays doit stratégiquement savoir comment orienter sa politique et contrôler son peuple afin de garder continuellement l'investisseur. Okay. Parce que si vous n'amadouez pas votre peuple, vous ne le contrôlez pas assez, vous allez perdre l'investisseur et c'est le peuple lui-même qui va encore en pâtir. Ok, alors revenons à la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, parce qu'on ne peut jamais parler, on ne peut jamais faire une telle émission sans nous référer à la situation de notre pays. Et vous aujourd'hui, on vous entend parler que ce n'est ni la démocratie ni la dictature qui peut apporter la croissance, mais tout part de l'entente mutuelle, un consensus, comme Habermas avait dit. Il y a un consensus entre le gouvernant et les gouvernés. Exactement. Alors, lorsque vous faites le diagnostic de la situation économique de notre pays, pensez-vous qu'il y a une relation d'effet entre du système politique et la contre-performance économique? Exactement. Il y a absolument une relation directe. Il y a contre-performance de l'économie lorsque sur le plan politique, nous assistons à des antivaleurs, c'est-à-dire des pratiques qui, une fois de plus, je reviens sur ce que nous avons évoqué précédemment, des choses qui créent une atmosphère de méfiance. Il n'y a pas de confiance mutuelle. Je donne un exemple. Si vous avez un système, encore que c'est un système, c'est latent, ce n'est pas évident, hein, c'est de la corruption en fait. Si vous avez un système où le chef de l'État, la petite sœur du chef de l'État, le petit frère du chef de l'État, la tante, l'oncle du chef de l'État, a le droit de prendre le téléphone, d'intimer l'ordre à un PDG de l'entreprise privée à débourser de l'argent et le lui donner. Vous estimez qu'un tel pays a de l'avenir? Non. Si vous avez dans un pays un système qui donne un pouvoir absolu aux inspecteurs, de sorte qu'ils peuvent venir abuser de leur poste, de leur autorité, et de déranger l'entrepreneur, avec des quittances, avec des ceci, avec beaucoup, ce que nous appelons en anglais red tape, c'est-à-dire beaucoup de taxes,
inutile, injustifiée, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous étouffez l'appareil économique du pays. Il n'y aura pas assez d'emplois, il n'y aura pas assez de création de richesses. Les gens seront démotivés à pouvoir s'aventurer dans le domaine d'investissement. Et ce qui va se passer, c'est que vraiment le pays ne va pas prospérer. Donc la croissance économique dépend vraiment du système politique. Et la RDC a un problème sérieux parce que nous devons consolider notre système mais surtout veiller à ce que ce qui est écrit sur papier soit exécuté. Nous ne sommes pas en carence des lois. On a toujours voté des très bonnes lois en RDC. Mais si la loi est muette, c'est la personne qui donne de la valeur à la loi. Si nous-mêmes, nous ne respectons pas les lois que nous votons, nous ne donnons pas nos vies, nous n'y mettons pas nos vies pour respecter ces lois, mais ces lois n'auront pas d'effet sur terrain. Et donc, nous assistons à un phénomène où nous avons des lois écrites, mais ces lois n'ont pas de force, tout simplement parce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous ne respectons pas ces lois-là. Donc, du président de la République, qui est le plus grand violateur, si je peux dire le terme, il viole la loi jusqu'au huissier. Nous violons tous la loi. C'est un problème national. Ce n'est pas un problème qui relève d'un parti, de l'idéologie d'un parti politique, qui relève du comportement d'un individu. Ce n'est pas un problème de Kabila, de Mobutu, de Mouzé, de Kassavubu. Non, c'est un problème qui s'avère maintenant intergénérationnel et qui reflète tout simplement l'esprit de l'homme congolais, et que nous sommes appelés à un dialogue, à une introspection et à la décision soutenue de respecter la loi, de nous aimer, d'aimer le pays, d'aimer les générations à venir. C'est un engagement. Ça, c'est un dialogue que les Congolais devraient faire entre eux. Ok, d'accord. Donc, nous tendons vers la fin. Monsieur Christopher, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous devons retenir de cette conversation est que nous vivons dans un monde de compétition. De la même façon qu'il y a compétition entre individus par rapport à un produit que l'entreprise ou que les entreprises produisent, suivez-moi très bien, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs consommateurs. Et chaque entreprise doit veiller pour garder et attirer encore plus les consommateurs de ses produits, n'est-ce pas? De même, chaque pays doit se présenter sur le plan mondial comme le pays fiable, digne de confiance, qui peut attirer le capital, qui peut motiver les gens à investir, à rester là, à habiter là, à consommer là. Parce que quand le pays perd des gens, le pays perd les consommateurs, le pays perd les investisseurs, le pays perd l'expertise, le pays perd la main-d'œuvre, c'est ce que j'appelle l'expertise. Donc un tel pays n'a pas d'avenir. Mais quand le pays attire les gens, les personnes humaines amènent la consommation parce qu'ils vont acheter, la production parce qu'ils vont travailler, l'expertise parce qu'ils vont contribuer, ils vont élever la qualité de vie de tout le monde. Ça, c'est important. Donc le Congo doit savoir, et tout pays d'ailleurs de manière générale, que il n'est pas le seul pays au monde. Nous avons des compétiteurs sur le plan régional et sur le plan mondial. Donc nous devons vraiment faire de sorte que le Congo, notre pays, soit celui où les gens veulent venir parce qu'il attire. Ok, merci beaucoup. En tout cas, chers internautes, pour aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre émission. Je crois que vous avez tiré parti de ce que M. Christopher Tamina vous a dit. Nous avons besoin de la stabilité, nous avons besoin des institutions fortes, nous avons besoin de créer un climat de confiance pour permettre à ce que les investisseurs, donc tant internes qu'externes, puissent venir aider à booster l'économie de notre pays. En tout cas, merci beaucoup et on se reverra pour la prochaine fois. Au revoir. CJTV à la vitesse de la vie.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.